quel est le pourcentage de mon cash à risque maintenant sur les cryptos. Certes, il a fait x10, mais quel est mon pourcentage de cash à risque? 20, 30, 40, 50, 60, 80% de mon cash. Il y a un problème. Ça va pas. Faut prendre des profits. La question, c'est pas de dire, moi j'ai fait 20, toi t'as fait 50, t'es meilleur que moi. La question, c'est combien t'as mis de risque pour faire 50. Ton temps, il est limité. À la fin, ça s'arrête. Et d'accepter que des gens t'en fassent perdre, c'est finalement perdre du temps de vie qui te reste, quoi. Donc c'est abusé. Ça peut pas arriver, ça. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Parfois, quand tu entreprends un projet, tu es tellement obnubilé par les détails, les objectifs, les indicateurs de progression ou de réussite, que tu en oublies les choses essentielles, la substance, le pourquoi de ta petite entreprise. C'est le cas pour moi aussi, je dois le dire, dans cette aventure du podcast. Je me pose souvent la question, est-ce que le contenu est suffisamment bon, les invités suffisamment pertinents, comment rendre plus visible le podcast, le faire grossir, le développer, comment s'organiser. Et ces questions finissent parfois par m'aveugler et me faire oublier le pourquoi de mon projet. Et justement, l'épisode que je te présente aujourd'hui m'a rappelé les raisons de ma démarche initiale, qui est de puiser dans l'expérience, le vécu, les connaissances d'investisseurs, entrepreneurs inspirants pour en dégager le temps d'une conversation, le meilleur enseignement possible pour me développer et développer mon patrimoine. Car c'est avec Yann Darwin que j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui. Yann est un investisseur confirmé, multi-entrepreneur à succès, un communicant hors pair et une personnalité que je trouve très inspirante dans le domaine de l'investissement et du développement personnel. Pour te dire, j'ai souvent l'impression après l'écoute des contenus et notamment des podcasts de Yann que rien ne peut m'arrêter et que je pourrais m'élancer la tête la première contre un mur et le traverser. Bon, ne fais pas ça chez toi, je te confirme, ça ne marche pas. Toujours est-il qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Et au cours de la conversation, on verra entre autres pourquoi l'immobilier reste le meilleur point d'entrée dans la construction d'un patrimoine, pourquoi il est pertinent de réfléchir tôt à son allocation d'actifs, en quoi la notion de rendement n'est valide que si on l'associe à la notion de risque, et quand est-il plus pertinent de prendre davantage de risques dans ton parcours d'investisseur. On verra aussi l'importance du réseau, comment entretenir ces cercles d'influence, pourquoi Yann aussi se refuse à créer un groupe mastermind, comment vaincre la procrastination aussi et quelle mentalité adopter pour aller chercher les résultats que tu convoites, que tu sois investisseur ou entrepreneur d'ailleurs. Beaucoup d'enseignements donc dans cet épisode, certains pratiques, d'autres plus sur une logique ou une façon de penser qu'il est pertinent d'adopter pour investir de façon efficace. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet entretien et la beauté du format podcast, c'est que je peux aujourd'hui le partager avec toi. Imagine, c'est un peu comme si Yann et moi, on allait avoir une conversation dans un café et que toi, tu étais ce voisin un peu indiscret à la table d'à côté. Tiens, d'ailleurs, on va se mettre dans l'ambiance du café. Là encore, c'est la magie du podcast, les effets sonores. On peut se transporter un peu où on veut. Et là, tu me trouves donc assis dans ce café avec un diabolomante parce qu'il est encore tôt. Et en attendant, Yann, je voulais remercier les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers d'un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser, un message sur Instagram ou par email sur paco@investisseur40.com. Merci à Linda Slimani, à Joe Buden 974 pour vos commentaires sympas sur Apple Podcasts. La force envoyée est bien arrivée jusqu'à moi. Merci à vous deux. Et puis bonjour à Michael, alias l'investisseur boxeur sur Instagram. Merci pour le mot d'encouragement et je te félicite d'être venu à bout des 70 épisodes du podcast en 2 semaines. Je crois que là, on est sur un record. Merci à toi. Ah, tiens, ça y est, c'est Yann qui pousse la porte. Il m'a repéré, il arrive. Alors, c'est le moment pour toi de t'installer confortablement. Et nous, on va démarrer. C'est parti. Salut Yann, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut, merci de me recevoir. Merci à toi d'être ici avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui peut-être te connaissent pas encore ? Ouais, un vaste sujet à chaque fois que de se présenter en début d'interview. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin sur laquelle je partage toutes les problématiques de finance et d'investissement. Je suis passionné de finance et d'investissement depuis très longtemps. Je viens du milieu de l'immobilier. Je suis passé par pas mal de métiers, marchand de biens, agence IMO,
et investisseur locatif. À partir de là, il y a maintenant 4, 5, 6 ans de ça, j'ai monté une boîte de formation pour aider les gens qui souhaitent apprendre à investir dans l'IMO. Puis après, ça s'est étoffé, ça a grossi, j'ai rencontré des associés, on a créé Green Bull Group et on est globalement autour de principalement des verticales de l'immobilier, les marchés financiers, la formation autour de tout ça. On fait également du private equity, on structure des club deals et on est aussi dans les assurances et voilà. Et on fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on est sur 3 pays principaux: France, Suisse, Émirats Arabes Unis, Dubaï, et on est une centaine de personnes aujourd'hui dans le groupe. Ok. Et toi, si on refait un petit peu le déroulé de ton parcours pour arriver jusque-là, c'est principalement l'immobilier sur lequel tu es rentré en premier. Tu vois, quand on pense parcours d'investissement en général, tu as commencé par là et ensuite tu t'es développé sur d'autres classes d'actifs, ou comment ça s'est organisé en fait? Alors, en vrai, moi, non. Enfin, si tu veux, si je regarde moi mon parcours perso, j'ai commencé par la bourse parce que j'ai une espèce de passion pour l'investissement depuis toujours, même depuis que je suis mineur. Donc en vrai, j'ai pas commencé par l'IMO, mais quand tu regardes peut-être ce qui m'a fait connaître, etc. En effet, ça arrivait par l'immobilier, puisque j'étais fonctionnaire à l'époque, il y a maintenant plus de 10 ans. Je voulais quitter mon boulot, sortir de mon train-train quotidien. Et puis l'immobilier était un petit peu tout indiqué pour ça. J'ai commencé à en faire, ça a fonctionné, et puis mes collègues ou amis ou connaissances qui étaient au courant que je faisais de l'IMO et que je commençais à avoir des résultats arrêtaient pas de me demander comment, pourquoi et des questions. C'était le moment où tout le monde se lançait un petit peu sur Internet. Disons que c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, il y avait des chaînes YouTube mais pas encore trop. Je me suis dit tiens, autant lancer une chaîne YouTube. La chaîne YouTube a fonctionné, puis ça a embrayé sur la formation qui m'a permis d'avoir une espèce de diversification, de monter une boîte autour de la formation IMO, en plus de faire de l'IMO, forcément t'accélères, tu vas plus vite, et ainsi de suite. Ça a été une boule de neige à partir de l'immobilier. J'ai fait du marchand de biens en parallèle assez vite. Ouais. Et j'ai eu une agence IMO également avec un associé, et puis voilà quoi, ça s'est enchaîné. Et quand j'ai pu peut-être plus récemment là dans les 2-3 dernières années sortir et pas être enfermé uniquement dans l'IMO, parce que je suis désolé, je vais peut-être te choquer, mais ça me fait chier de parler que d'IMO tout le temps, IMO, on m'invite dans des salons IMO, des machins IMO, etc. J'en ai marre, tu vois. Donc j'étais très content de pouvoir un peu sortir du carcan et de parler de finance au sens large, parce que je pense qu'un bon investisseur, tu peux faire de l'IMO toute ta vie et tu peux gagner de l'argent avec l'IMO, mais je pars du principe que plus t'es complet au niveau des classes d'actifs que tu peux maîtriser et tes investissements, et plus t'auras de chance de t'en sortir correctement et puis de créer ta boule de neige, quoi. Ouais, parce que c'est toujours intéressant de voir au travers des parcours d'investisseurs par quelle classe d'actifs certains sont passés, quelle classe d'actifs viennent avant une autre, laquelle vient en parallèle. Est-ce qu'il y a des synergies? Bon, là, tu parles d'immobilier et de formation sur l'immobilier, donc la synergie est assez évidente et ça permet de booster ton activité. Mais tu dirais que si tu devais refaire du coup ce parcours, tu dirais que c'est plus pertinent de commencer par une classe d'actifs plutôt qu'une autre pour te développer. Comment tu vois les choses? Non, mais l'IMO, c'est un très bon point de départ, et je le recommande encore aujourd'hui, parce que c'est un investissement qui te permet un levier important. Et toujours aujourd'hui, malgré les titres alarmistes qu'on voit tous les 4 matins dans la presse, mais il y a un très gros effet de levier, tu peux emprunter, le risque est quand même vachement contenu, parce que même si t'as des soucis locatifs, même si t'as acheté pas très bien, tu te pètes pas la gueule non plus comme on pourrait se péter la gueule en leverageant des positions par exemple sur les marchés financiers et en cramant un compte. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas pour rien que c'est l'investissement préféré des Français, c'est quand même vachement plan-plan. Donc ouais, je pense que l'IMO reste un bon point de départ pour mettre en place les premières briques, en fait. Tu sais, pour monter un mur, faut que les fondations soient solides, et je pense que c'est une bonne fondation de départ. Mmh. Ouais, parce que de base, a priori, sans capital ou avec un petit peu d'apport quand même, tu commences par là. C'est un peu le truc choisi pour le démarrage, quoi. C'est ça? Exactement. À partir du moment où t'as une situation stable, t'es capable de rassurer un banquier, voilà, ça y est, tu peux acheter de l'IMO, quoi. Et même si tu gagnes pas énorme, c'est sûr que tu vas pas faire un immeuble à 800 000 ou 1,5 million, mais tu peux commencer à faire des petits biens locatifs par-ci par-là.
Si tu es chaud pour faire des travaux, les faire toi-même ou les gérer, ou les faire faire et les gérer, bah forcément tu vas pouvoir tirer encore un petit peu plus. Parce que t'as le levier bancaire dont on parle tout le temps, mais t'as aussi le levier des travaux dont on parle beaucoup moins, et le levier fiscal aussi dont on parle beaucoup moins. T'as un levier bancaire qui est bien, qui est intéressant. T'as le levier des travaux qui va te permettre aussi d'améliorer ton bien, et donc forcément créer une plus-value latente, et puis une augmentation de ce que tu peux louer. Et puis le levier fiscal, entre une bonne fiscalité et une mauvaise fiscalité, je t'apprends pas ce qui se passe. Entre des bons choix et les mauvais choix, entre l'amortissement ou pas l'amortissement, etc., etc. Donc forcément, voilà, je pense que l'IMO te permet en plus et surtout, parce qu'il faut quand même le souligner, il n'y a pas non plus de magie dans la vie. C'est un investissement qui ne demande quasiment pas de fonds propres. Tu veux faire de l'argent en bourse, bah si t'as rien à investir, il y a pas de charbon à mettre dans la locomotive. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, non, évidemment, ouais. Et dans le cheminement de construction d'un patrimoine, donc si on met l'immobilier d'abord, à partir de quand et dans quel rythme recycler ces gains de l'immobilier pour les placer sur d'autres choses qui auraient d'autres attraits, comme je sais pas, par exemple la bourse ou autre, qui pourraient donner peut-être moins de puissance immédiate, mais plus de sérénité, une construction plus solide de patrimoine. Je sais pas, tu sais, c'est un peu difficile. Le problème, c'est que chaque personne est très très différente, et que ce que je vais dire pour toi n'est pas vrai pour quelqu'un d'autre, parce que voilà, combien t'as de cash de côté, combien tu génères de cash avec ton IMO, quel est ton style d'investissement, est-ce que tu fais du cash flow, est-ce que tu fais du marchand, etc., etc. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est qu'une des bonnes pratiques va consister à faire des poches d'investissement, faire une bonne allocation, et à partir du moment où tu divises que ça soit d'ailleurs tes investissements, mais même ton épargne, ton argent au sens large, tu vas lisser plus ou moins tes performances, améliorer plus ou moins tes performances, diminuer plus ou moins ton risque, suivant les classes d'actifs que tu vas choisir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui sont plus risqués que d'autres. Tu regardes les cryptos, voilà, quand ça va to the moon, tout le monde est très content, mais quand on perd moins 50, moins 60%, ça fait tout de suite un petit peu plus la gueule. Donc forcément, quand t'as envoyé 90% de ton cash là-dessus, c'est problématique. Donc je pense que tout réside vraiment dans l'allocation, et c'est une très très bonne idée et un très bon réflexe, même quand on débute, même quand on a que 5, 10 ou 15 000 euros à investir, de commencer à faire des allocations et à réfléchir son système d'allocation, et surtout à le faire évoluer avec le temps. Parce qu'au début, t'as pas trop besoin de te prendre la tête, tu vois. Bah tiens, je vais faire un apport dans l'IMO, et puis avec ce qui va rester, bah tiens, je vais me faire un fonds de sécurité, puis mettre un peu sur un PEA. Ok, c'est pas compliqué. Mais si tu vises plus gros, plus grand, et que tu comptes en années ou en dizaines d'années, parce que c'est là que se construit un patrimoine, tu vas faire évoluer ce système-là. Donc c'est une très bonne idée de mettre en place des fichiers de tracking tout simples. Au début, tu commences avec un Excel ou même un cahier à la main, et de faire évoluer avec le temps. J'ai commencé avec des fichiers qui sont très simples. Aujourd'hui, mes fichiers de suivi, c'est la guerre. Mais il faut pas chercher dès le début à mettre la charrue avant les bœufs, et puis voilà, investir ce qu'on a à investir, et être dans une dynamique de faire grossir les choses. Mais ce qui est sûr, et cette réponse est beaucoup trop longue, mais je suis obligé de la terminer, c'est que certains investisseurs débutants aussi peut-être manquent d'ambition. Et c'est une question à se poser aussi dès le début. Quelle est mon ambition ? C'est pas forcément manque d'ambition d'ailleurs, c'est ma vision à moi, mais c'est une question à se poser de quelle est mon ambition dès le départ. Est-ce que je prépare ma retraite et que 1, 2, 3 appartements, je suis content ? Est-ce que je vois ça un petit peu plus comme un chef d'entreprise et je veux faire grossir les choses, je veux accélérer, peut-être pour très vite me diversifier, peut-être très vite faire des allers-retours, etc., etc. Est-ce que, par exemple, je veux aller encore plus loin? Moi, je l'ai fait avec une agence IMO, je l'ai fait avec une boîte de formation, mais voilà, il y a des milliers de métiers autour de l'immobilier qui vont permettre de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de créer des activités professionnelles connexes. Je pense à un artisan tout simplement qui investirait dans l'immobilier locatif. Je pense à moi à l'époque qui monte une agence immobilière, etc., etc. Donc, faut vraiment se poser la question de où sont mes objectifs, essayer de les chiffrer, parce que si je me dis je veux devenir le super turbo millionnaire avec la Lamborghini à Dubaï, et que le petit cliché qui fait plaisir, et que derrière je vise 2 studios et 150 ou 200 euros par mois de cash flow positif, ça va être compliqué. Donc pensez à ces objectifs, à ces plans, et pas se voiler la face, mettre en balance des choses qui sont cohérentes, tout simplement.
Ouais, mettre les moyens en face de ces objectifs qu'on voudrait atteindre, quoi, finalement. Ouais. Quand tu parlais tracking, tu parles là allocation typiquement, ou un plan sur si ça baisse de temps, je coupe mes lignes, sinon je monte, je prévois d'avoir tant de... Enfin, c'est quoi la logique globale quand tu fais tes fichiers de tracking, juste par curiosité? Bah, les deux, en fait. C'est-à-dire qu'un fichier de tracking, il permet deux choses. Il te permet de prendre la photo. J'appelle ça toujours découper, mesurer, et ça marche sur absolument tout. Il te permet de prendre la photo de où t'en es maintenant. Donc, ça va être la partie découpée, entre guillemets. Ok, j'ai tant en bourse, tant en IMO, tant de patrimoine, je dois tant à la banque, etc. Et puis de mesurer mes actions et de les planifier. C'est-à-dire, ok, là, je vais arbitrer mon patrimoine, je vends un immeuble, je récupère 80 000 euros de cash. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais tout réinvestir dans l'IMO? Est-ce que je vais faire une poche de 20 000 pour aller sur les cryptos parce que je vois que finalement j'ai quasiment pas de risque dans mon patrimoine? Par exemple, je fais que de l'IMO et puis j'ai un PEA très long terme que je sortirai jamais, et puis je fais des petites allocations dessus, je me rends compte que j'ai pas assez de risques ou pas beaucoup de risques ou que je pourrais prendre plus de risques, et ainsi de suite. C'est savoir où j'en suis pour être capable de planifier, tout simplement. Si plein d'investisseurs qui se reconnaîtront peut-être aujourd'hui et qui nous écoutent, pendant la dernière hausse des cryptos où tout le monde était un génie en faisant all-in sur le Bitcoin ou n'importe quoi, avaient peut-être suivi leur fichier de tracking en disant ok, quel est le pourcentage de mon cash à risque maintenant sur les cryptos? Certes, il a fait x10, mais quel est mon pourcentage de cash à risque? Ok, je sais pas, 20, 30, 40, 50, 60, 80% de mon cash. Il y a un problème, ça va pas. Il faut prendre des profits. Il faut savoir au bout d'un moment couper pour sécuriser. Et le problème, c'est que ce qui vient comme argument, c'est ça peut aller plus haut, ou mais si je coupe, je vais payer des impôts, etc., etc. Sauf que à froid, 6 mois après, quand ça a fait moins 50, moins 60, c'est là que tu te rends compte, et tu feras pas l'erreur la prochaine fois, mais c'est dommage, quoi. Parce que sur des arguments fallacieux de dire ah bah oui, mais ça peut monter plus haut, ou bah c'est maintenant que ça se passe, ou si je coupe, je paye des impôts, ou etc., etc. Bah t'as loupé une opportunité, et l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain, et parfois il vaut mieux sécuriser 50 000 que peut-être sur un coup de chance faire 100 000. Ah, c'est marrant, je vois exactement de quoi tu parles. Bizarrement, beaucoup de gens voient. Ouais, ça donne envie de te dire, ce fichier de pilotage, une fois que tu l'as fait, il faut l'enterrer dans ton jardin, quoi, ne plus y toucher, parce que l'esprit humain est quand même vachement facile, rapidement, il va sur des excuses comme ouais, mais attends, je vais peut-être rater une hausse, je vais peut-être, tu vois, et donc là, enfin, moi en tout cas, ce fichier-là, je sais que je sais que je vais le changer tous les jours, quoi. Eh ben, moi, ce fichier-là, je le touche quand même assez régulièrement. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un virement qui va partir d'un compte vers un autre, je vais mettre à jour mon fichier, tu vois. C'est-à-dire que ah oui, d'accord. Si j'ai, par exemple, tu vois, je fais un arbitrage de cash que j'envoie sur un compte de trading, et ben je vais mettre à jour mon fichier en disant bah maintenant j'ai tant sur mon compte de trading, ça fait tant de pourcentage, etc. Ce qui me permet d'avoir toujours la photo. Par contre, en effet, t'as mis le doigt dessus, il faut pas changer de stratégie tous les 4 matins en se disant ah oui mais non, c'est clair. Mais tu vois, d'avoir, par exemple, je termine la parenthèse crypto vu qu'on est dessus, d'avoir une poche à risque, de dire ok, quoi qu'il se passe, là ma poche à risque crypto, c'est, je sais pas, 5%, 10%, peut-être 15% pour les oufs, 20%, allez, ou c'était en début de parcours, voire plus. Mais tu vois, parler en pourcentage et pas en valeur absolue. Ce qui fait que quand mon patrimoine augmente, bah, mon pourcentage augmente aussi, mais mes autres pourcentages de l'autre côté de trucs pas risqués doivent aussi s'arbitrer en conséquence, tu vois. Et parfois, si j'ai une classe d'actifs qui augmente complètement dingue, genre les cryptos qui font x10 ou x20, je deviens déséquilibré. C'est-à-dire que mon pourcentage avec lequel j'étais correct, qui faisait du sens mathématiquement, avec lequel en plus j'étais pas émotionnel parce que je savais le gérer, etc., s'il a fait x10, ça veut dire que tout le reste a descendu, et puis que la part, le poids de ce pourcentage-là sur le reste de mon patrimoine a augmenté d'une façon dingue. Et donc c'est là que je vais commencer à prendre des mauvaises décisions, alors que la décision elle est très simple en fait. C'est ok, bah je suis passé de 20% à 80% à risque, bah il faut que je redescende à 20, ou peut-être à 25 ou 30 si je suis plus à l'aise, mais peu importe. J'ai trop de risques sur cette poche-là, il faut que je la coupe et que j'encaisse des gains, il faut faire sonner la caisse enregistreuse au bout d'un moment. Sinon il y a un problème. Et ça marche avec toutes les classes d'actifs, là on fait un focus crypto, mais ça marcherait avec de l'IMO, ça marcherait avec ce que tu veux.
Mhm. Alors justement sur la crypto en particulier, car je sais que tu suis l'actif depuis pas mal de temps quand même. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui peut-être pour ton portefeuille à toi, comment est-ce que tu vois cet actif? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée, qui te permet peut-être, comme on le fait pour des opérations d'achat-revente en IMO, de capitaliser, d'aller plus vite pour investir dans d'autres choses, ou est-ce qu'on attend que tout ça arrive à maturité avec l'adoption pour faire un cash-out gigantesque à la fin? Non, moi du cash out j'en fais tout le long. L'an dernier j'ai fait beaucoup d'argent avec les cryptos parce que c'est toujours pareil en fait. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et je le vois de toutes les façons. En fait, je cherche même pas à avoir le bon scénario. C'est-à-dire que j'ai plusieurs poches d'investissement, des poches court terme, des poches long terme. Mes poches court terme, c'est celles que je vais arbitrer agressivement. Voilà, quand en fin d'année dernière je dis je sors et je prends des profits, je sors et je prends des profits. Peut-être que bon là j'ai eu de la chance, ceux qui me suivent sur YouTube le savent peut-être. Voilà, bon je suis sorti quasiment au plus haut, c'était cool. Mais quand bien même j'aurais aussi pu sortir qu'à 50% de la hausse, mais j'en ai rien à taper en fait. C'est-à-dire que j'arbitre ma poche parce que j'avais une stratégie et ma stratégie elle est battue, dépassée. J'ai fait plus de profits que même ce que je pouvais penser. Il est moment et c'est le moment de couper, mais parce que ça c'est une poche on va dire court moyen terme. Après j'ai des poches long terme qui elles je suis comment dire plutôt serein de les garder intercycle et puis de faire de l'investissement long terme sur des cryptos auxquels je crois. Donc je cherche même pas à avoir raison sur ça va changer le monde ou ça va pas changer le monde ou c'est un effet de mode ou pas un effet de mode ou il y a un bull et un bear. Je pense que il faut se mettre en position d'avoir statistiquement raison le plus de fois possible. Tu vois, faut plutôt réfléchir comme ça. Ce qui est pas du tout la même chose que de dire il faut que j'ai raison à tout prix. Il y a des fois je me trompe, des fois je me plante, mais étant donné que je mets un nombre d'occurrences significatives et que je coupe les choses correctement, à la fin, quand je fais la moyenne, je suis quand même plutôt pas mal. C'est l'idée. Et pour tous les investissements, je pense que c'est l'idée parce que sinon tu fais rien. J'ai même une opération de marchand, une opération IMO, une opération même sur une RP, tu peux te planter, tu vois. Quand tu fais une RP avec l'esprit un petit peu achat-revente, tu te dis ok, je vais la rénover, je vais la garder un an ou deux, je vais la vendre, je vais faire 100 000 euros. Plein de gens font ça. Tu peux aussi te planter, tu vois, le marché peut aussi se retourner. Et puis ta RP, peut-être t'as mis trop de travaux parce que t'étais attaché, ou peut-être que tu pensais la vendre tant, mais t'avais pas anticipé qu'il y avait un truc qui allait se construire à côté et ça perd de la valeur. Enfin bref. Donc tu t'exposes à un risque. Donc la question c'est, est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier, all-in, et puis ça peut être ok aussi, hein, plus t'es en début de parcours et plus faut prendre des risques, mais il faut juste en être conscient. Et sur toutes les classes d'actifs c'est pareil. Et je pense que pour un petit peu conclure cette vision-là, je pense que le vrai problème des investisseurs qui débutent, c'est de voir uniquement le rendement et pas le risque. Le rendement va toujours avec le risque. On appelle ça le couple risque-rendement. Quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement, mais il n'y a pas de rendement sans risque. C'est-à-dire que à part le plus gros Ponzi du monde et la promesse magique, il n'y a pas d'investissement qui rapporte du rendement sans risque. La question, c'est pas de dire moi j'ai fait 20, toi t'as fait 50, t'es meilleur que moi. La question, c'est combien t'as mis de risque pour faire 50. Et quand tu commences à réfléchir comme ça sur tous tes investissements, que tu vois systématiquement le risque en face du rendement, je pense que tu gagnes en maturité aussi. Et moi, c'est mon réflexe numéro 1 quand on me propose une grosse OP en marchand, où là on fait des club deals, où on structure des grosses opérations. On a mis 740 lots en production l'année dernière. Tu vois, ça commence à être significatif. Dès que je vais sur une due deal, dès que je vais sur un projet, mon premier réflexe c'est où situe les risques et est-ce qu'ils sont contenus, pas contenus, comment on les contre, etc. avant de regarder le rendement. Même si je peux avoir un associé ou un apporteur d'affaires ou n'importe qui arrive en disant regarde tout l'argent que ça peut rapporter, ça peut être vachement bien. Ma question c'est pas ouais vas-y dis-moi combien ça peut rapporter, c'est où sont les risques. Je pense que c'est un bon réflexe à prendre. Ouais. Non, ça c'est vraiment top. Et comment tu l'évalues? Alors ça peut être personnel parce que c'est l'aversion au risque de chacun, mais comment tu mets le point sur voilà ce risque, il est suffisamment contrôlé, suffisamment bas par rapport au rendement qui est en face? Comment... Bah, tu l'as dit, c'est l'aversion au risque de chacun. Après, il y a des maths relativement simples quand même. Si tu me dis sur cet investissement, je vais faire 10% sur l'année, mais avec un drawdown de 70% ou de 100%, genre tu peux tout perdre, tu vois, c'est genre tu peux tout perdre, mais tu peux faire 10%.
Tu vois, c'est ça. Qui ferait ça? Personne, tu vois. Par contre, tu peux tout perdre, mais si tu gagnes, tu fais fois 100. Ah, là déjà, bon, on est encore sur un profil d'investisseur risqué, mais tu vois, ça fait quand même vachement plus de sens. Donc la question, c'est de mettre ce risque-rendement en face de où tu en es. Aujourd'hui, je suis capable, par exemple, de prendre. C'est marrant parce que c'est ambivalent, c'est-à-dire que plus ton patrimoine grossit et plus t'as tendance à dire ah bah ça y est, je commence à être un petit peu bien, donc du coup je vais diminuer un peu mon risque parce que c'est plutôt en début de parcours que tu prends plein de risques. Parce que forcément t'as pas beaucoup, donc tu veux grossir très vite. Et donc t'as tendance à le diminuer, alors que en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand t'as plutôt bien performé et que tu commences à être un petit peu plus sécure et que sur la poche là dont on parle d'investissement X, tu peux te permettre de la perdre parce que ça va rien changer à ta vie, bah en fait c'est là que tu devrais prendre plus de risques. C'est comme l'investisseur en bourse. Quand il perd, il augmente son risque pour se refaire, et quand il gagne, il baisse son risque pour ne pas reperdre ce qu'il a gagné, alors que c'est l'inverse. Quand il perd, il devrait diminuer son risque et se refaire tranquillement, et quand il gagne, il devrait augmenter son risque. Et c'est pareil en fait pour l'investissement, la vie générale. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont passionnantes, mais qui sont contre-intuitives. Tu vois, un débutant, il a envie de dire bah je vais mettre plein de risques, et puis quand je vais commencer à gagner, je vais remettre plein de risques et plein de risques et plein de risques. Sans penser que s'il perd, il va retourner tellement en arrière qu'il recommence du début. Alors qu'un mec qui a déjà 5 millions de côté, de perdre 150 000, ça lui fait ni chaud ni froid. Tu vois, au niveau de son... Enfin, c'est pas que ça fait toujours mal au cul, mais au niveau patrimonial, tu vois, tu te mets pas en danger. Donc c'est là, en fait, que paradoxalement, tu peux augmenter ton risque. Ce qui est l'inverse de ce que les gens font, du comportement de 99% des personnes qui investissent. Complètement. Ouais, c'est hallucinant. Et est-ce que... à un moment donné, je crois que dans tes stories, me semble-t-il, j'ai vu passer quelque chose, un programme où je sais plus trop. Tu parlais du Million Run. Ouais. Je trouvais ça intéressant comme concept. Et du coup, est-ce que dans ce concept-là, tu penses que tous les actifs sont pertinents dans un portefeuille aujourd'hui pour peut-être arriver à obtenir ce genre de performance en fait? Ouais, alors le Million Run, c'était une espèce d'événement qu'on avait mis en place où le défi c'était de créer une communauté. On a un groupe avec certains de nos clients qui sont peut-être les plus énervés ou les plus déterminés, et puis voilà, qui mettent en place leur Million Run, tu vois. Donc c'était un clin d'œil. Après, est-ce que toutes les classes d'actifs sont utilisables? Je pense que oui. Et la question c'est en combien de temps tu veux y arriver, parce que tu vois, un Million Run sur une vie, si tu me dis bah je vais arriver à 1 million d'actifs nets à 60 ans, et que tu me dis là j'ai 25 ou 30 ans ou 35 ans, je vais te dire bon bah ouais, enfin ça m'impressionne pas, enfin c'est pas que ça m'impressionne pas, c'est toujours pareil, je sais pas qui nous écoute, peut-être ils vont se dire ces gens-là sont fous, mais non, c'est pas tu vois, c'est pas non plus très compliqué, parce que t'as le temps de mettre en place, t'as les intérêts composés qui vont se mettre en place, t'as le temps de créer des sources de revenus supplémentaires, etc. Donc la question, c'est toujours pareil, c'est en combien de temps tu veux y arriver, mais ça veut dire qu'il faut augmenter ton risque, ça veut dire qu'il faut être plus agressif. C'est toujours la même équation, hein, c'est toujours le Y égale à X, on le connaît par cœur. Hein. Est-ce que je cherche à augmenter mon rendement, donc mon X, pardon, et donc bah oui, c'est sûr que si je fais 50% de rendement, c'est mieux que 5, ou est-ce que je cherche à augmenter mon A, donc l'argent que j'investis, parce que quand j'arrête de regarder les pourcents, mais que je regarde en valeur absolue, bah 5% de 100 000 c'est bien, mais 5% de 10 millions, ça fait forcément beaucoup plus d'argent. Donc c'est toujours la même équation, est-ce que j'augmente mon risque, donc mon rendement éventuellement, ou l'argent que je suis prêt à investir pour réussir à créer ce fameux résultat. Et j'ai le temps qui vient se mettre au milieu. Donc c'est pas une question de classe d'actifs, hein, c'est une question de comment je les gère. Et puis tu sais, il y a des gens qui font beaucoup d'argent sans investir. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier que un des moyens, une des voies royales aussi de faire du patrimoine et de faire du cash et d'être capable d'investir plus, c'est aussi de gagner plus, tout simplement. Et gagner plus, ça peut passer par augmenter son salaire, changer de poste, passer un diplôme qui est recherché, mais ça passe aussi par l'entrepreneuriat. Je veux dire, monter une boîte, alors c'est très facile, hein, je te fais un raccourci super facile, mais monter une boîte qui marche, une fois que t'as passé tous les trucs qui font que c'est compliqué, voilà, hein, je veux dire, les chefs d'entreprise, c'est sûrement la catégorie de la population, en tout cas ceux pour qui les boîtes fonctionnent, qui gagnent le mieux leur vie ou qui font des gros exits et qui permettent de réinvestir. Ça permet de réinvestir, ça permet d'améliorer sa vie. Donc, il n'y a pas que par l'investissement que tu peux taper ton million run. Il y a plein de possibilités. Mais c'est sûr que
quelqu'un qui a les bons réflexes sera bien meilleur. C'est le syndrome du loto, hein. T'as un mec qui gagne au loto, et on l'a vu plein de fois dans la presse, dans les reportages, un mec qui a été pauvre toute sa vie, qui a des réflexes de pauvre, qui gagne au loto, ben il va tout dilapider, et puis il va être... sauf s'il gagne une somme complètement folle, tu vois, mais qui gagne une somme raisonnable, je sais pas, un 3, un 4, un 5, un 7 millions. Tu peux être sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, il a tout dépensé, s'il a pas été correctement accompagné, il en a filé à sa famille, il a flambé, etc. Et on l'a vu avec plein de sportifs, on l'a vu avec plein de stars du cinéma. Alors que quelqu'un qui a un petit peu une culture financière, qui est déjà investisseur, et puis qui rentre d'un seul coup de l'argent parce que, dans mon exemple, il gagne au loto, ou alors il est chef d'entreprise, ou alors ce que tu veux, il sait déjà gérer cet argent, c'est juste qu'on a rajouté des zéros, mais il a les bons réflexes, et lui, je parie sur lui, il va pas cramer son argent, il va faire les choses intelligemment, et de base, il va se dire, ok, comment je vis sur les intérêts et pas sur le principal? Juste si les gagnants du loto, ou les vendeurs d'entreprises, ou les grands sportifs, ou les grands acteurs, ou ce que tu veux, apprenaient cette règle simple de dire, ok, c'est cool, j'ai touché un gros capital, bah maintenant je vais vivre que sur les intérêts et pas sur le principal, bah personne serait jamais broke. Sauf que c'est pas ce qui se passe. On a des milliers d'exemples. Claire. Et bizarrement, ce genre de choses, ça vient souvent dans le milieu du sport ou des artistes ou des choses comme ça. Pas trop informés financièrement, ces gens-là. À mon avis, il y a un marché là-dessus. Faut y aller. Ouais, tout à fait. Et tu sais que je reçois énormément de messages sur Instagram, mais c'est pas une blague, je les salue d'ailleurs, de sportifs professionnels, footballeurs, rugbyman, etc. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a clairement un marché. C'est déjà des gens qui gagnent bien leur vie. Sauf alors je parle pas du top level, hein. C'est sûr que les mecs Liga, etc., ils sont très bien accompagnés, mais les mecs entre deux, tu vois, qui commencent à bien gagner leur vie, des 10, 15, 20 000 par mois, ils sont pas spécifiquement bien accompagnés. Et il y a en effet un marché. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer sur ce créneau, je pense qu'il y a des choses à prendre. ouais, il y a vraiment un truc à faire là, effectivement. Alors, quand j'accompagne un peu ton parcours, que je trouve vraiment très impressionnant. Il y a quand même au fond de ma tête, je me dis quand même à un moment donné, tu vois, quand tu évolues aussi vite, quand tu construis un patrimoine aussi rapidement, tu avances, tu vois des gens, et il y a l'importance du réseau quand même là-dedans. Et je me pose la question quand même, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une accélération qui est le fait de connaître des gens qui vont te proposer des outils, qui vont te proposer des classes d'actifs qui ne sont peut-être pas disponibles à tout Français lambda, tu vois, et dans quelle mesure l'investisseur lambda français peut lui aussi accéder à ce genre d'outils qui sont pas forcément le truc que ton conseiller en gestion de patrimoine va te proposer, mais qui, et peut-être que tu l'as vu au travers de ton patrimoine à toi en fait, va te donner en fait des sortes de step change qui sont nourris par les relations, les connaissances, les choses que tu as fait et qui ont fait que tu as accès à ces choses-là en fait. Je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Alors, je vais te dire un truc, ouais, ça doit se passer tous les 3 mois. C'est un truc de fou. Non, mais t'as tout à fait raison, tu mets le doigt sur une réalité. Parce que je pense que c'est un naturel tout à fait humain. Les gens, ils évoluent en cercle, ils traînent ensemble en cercle, et puis les gens qui se comprennent s'invitent, s'attirent, etc. Et puis et se voient, se revoient et font du business ensemble. Et c'est clair et net. Mais je l'ai vu à tous les niveaux. C'est-à-dire que tous les 3 mois, ça m'arrive en fait ce truc. C'est-à-dire que je l'ai vu même quand j'ai commencé l'IMO, parce que j'ai été curieux, j'ai parlé à des gens, je me suis fait mon petit réseau et ainsi de suite. Et puis tous les 3 mois, tous les 6 mois, je rencontrais une nouvelle personne qui m'apprenait un nouveau truc, qui me propulsait plus loin. Et puis je sais pas, j'ai peut-être l'esprit un petit peu plus entrepreneur que certains, donc ça a peut-être été plus vite, mais ça m'arrive très très souvent. Et encore cette année par rapport à l'an dernier, t'imagines pas les bons qu'on a fait, qui sont complètement dingues, et au niveau en effet de ce qu'on nous propose, et donc du coup de ce qu'on est capable de proposer aussi, puisque c'est aussi une part de notre activité. Et c'est ce qu'on s'emploie aussi à faire nous, c'est-à-dire que on a un club d'investisseurs qui s'appelle myclubdeal.com, je suis désolé de faire l'instant pub, mais c'est ce qu'on s'emploie à faire, c'est-à-dire que on a accès à des deals aujourd'hui qui sont pas spécialement accessibles par le commun des mortels, parce que c'est des gros projets, ou c'est via de l'apport d'affaires, ou c'est via du réseau, ou c'est des structurations qui sont peut-être poussées au niveau ingénierie financière, fiscale, etc. Donc forcément, plus tu vas loin et moins tu parles à une grande tranche de la population, et on le met à disposition de notre communauté, et puis il y a certaines personnes qui investissent avec nous, et on cherche à tous se tirer vers le haut. Et d'ailleurs, les meilleurs résultats que je vois, et je salue les gens qui se reconnaîtront s'ils nous écoutent, c'est les gens qui suivent depuis longtemps et qui ont évolué avec nous et qui évoluent avec nous et qui grossissent.
Parce que à un moment ils se sont raccrochés au cercle, et puis quand nous on évolue, eux ils évoluent, et ainsi de suite. Et je pense que les choses se chevauchent en plus. T'as pas un seul cercle dans ta vie, et tu le vois dans ta vie de tous les jours. T'as peut-être les gens de ton travail, et puis les gens de ta passion, et puis les gens au sport, et puis ainsi de suite. Et t'as la même chose dans les cercles professionnels, quoi. T'as des cercles de clients, des cercles de fournisseurs, des cercles qui sont plus avancés, des cercles qui sont plus en retard, et la question c'est comment tu sautes, comment tu jongles entre tous ces cercles. Mais ce qui est sûr, c'est que le réseau, peut-être qu'au début on n'y croit pas, mais c'est game changer, et parfois c'est rien, c'est une action qui est ridicule. C'est d'accepter d'aller boire un café, c'est d'aller au resto, c'est de présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre qui du coup se sent redevable, du coup il te rappelle, et du coup bam, il se passe un truc. C'est de donner avant de recevoir, de proposer de l'aide quand quelqu'un est en recherche d'une solution, d'un contact. Ce qui fait que voilà, cette personne elle se sent encore une fois redevable entre guillemets, et donc elle va penser à toi autrement, etc., etc. Et vraiment c'est magique, ça s'explique même pas en fait. Mais ce qui est sûr c'est que ça marche, je te le confirme. Ok, bon, c'est validé quoi. Est-ce que tu penses que dans cette optique-là, on a eu un épisode là-dessus d'ailleurs, et c'est pas mal courant aux États-Unis, c'est les groupes mastermind. Ouais. C'est quelque chose que tu as peut-être vu davantage d'ailleurs quand tu as voyagé. Est-ce que tu te rends compte que finalement c'est un indispensable ces groupes-là, ou est-ce que c'est un petit peu marketé finalement, et on peut le faire de façon informelle sans avoir à formellement créer des groupes et chercher là-dedans? Alors, c'est extrêmement marketé. Et c'est extrêmement à double tranchant. C'est-à-dire que j'ai été des deux côtés du truc. C'est-à-dire que j'ai participé à des groupes mastermind, et je me suis également posé la question de moi-même lancer un groupe mastermind. Ce que j'ai jamais fait. C'est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui, en effet, d'adhérer à un mastermind fonctionne. Parce que c'est des personnes qui aiment se mettre en danger, et qui aiment surtout avoir un retour sur investissement immédiat. Moi, j'ai participé à un mastermind qui me coûtait à l'époque, je sais plus, je crois 2000 euros par mois, je crois 24 000 euros à l'année. T'es obligé de t'engager en avance, etc. Donc tu payes 25 000 d'un coup, machin, blabla. Ça a bien fonctionné pour moi parce que je me suis mis en danger à l'époque. En mode j'ai pas envie de perdre cet argent-là, donc je vais le rentabiliser en un mois et demi. C'est hors de question que je prenne mon temps, etc. Donc pour des gens un peu énervés, ça peut aider. Par contre, attention, c'est que étant donné que c'était extrêmement marketé, et que tout le monde là aujourd'hui fait son groupe mastermind, et tout le monde est le meilleur, et avec moi passe de 0 à 1 million et machin et truc, et c'est aussi pour ça qu'on se refuse à le faire, c'est que du coup t'as l'impression que c'est la baguette magique, et t'as l'impression que le fait de payer 20, 30, 50, 100 000 balles à un mec que tu connais d'ailleurs pas, que t'as jamais vu, que t'as vu 3 fois sur internet, ça va te permettre magiquement d'ouvrir toutes les portes du paradis. Ce qui est pas vrai. C'est-à-dire que ça va t'apporter certes des connaissances, comme le ferait une formation, comme le ferait un mentorat. Ça c'est clair et net, la plupart des masterminds forcément mettant en relation des gens. Il y a ce niveau réseau, etc. Mais si tu te sors pas les doigts, et si tu t'appliques pas, mais vraiment de façon frénétique, ce que t'apprends, si t'es en mode touriste, ouais, j'y vais tranquille, je monte en compétences, etc., ça va pas le faire. J'ai vu énormément de gens aussi payer des sommes importantes, et à la fin, les résultats, c'est j'ai même pas remboursé le truc, ou à peine. Alors ouais, j'ai eu l'impression d'appartenir à un groupe, c'est cool, on se voit dans un chalet, on fait des raclettes, et puis l'été, on se voit sur la plage et on boit dans des noix de coco. Mais où est le résultat, tu vois, où est la rentabilité? C'est toujours pareil, en fait, risque-rendement. Donc, je suis pas méga fermé. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'en fais pas, parce que en plus, si j'en faisais, je pourrais même pas le chiffrer en termes de prix. Je veux dire, là, tu me dis à la fin de ce call, Yann, je te donne 50 000, je veux même pas, tu vois, parce que je sais l'investissement en temps que ça demande, et ça les vaut même pas en fait. Donc, on se refuse à le faire nous. Et d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre. Et c'est aussi une question, c'est-à-dire que c'est tellement marketé, je comprends pas comment des gens arrivent à faire des groupes de 50, 100 personnes, se voir je ne sais pas combien de fois par an, et puis continuer à arriver à apporter de la qualité et de la valeur. Ça me paraît, tu vois, cette équation elle est compliquée pour moi. Donc je dirais aux gens de faire attention par rapport à toute la hype qu'il y a autour des masterminds, et après s'ils y vont, mais qu'ils y aillent en mode déterminé, et ils se laissent un mois et demi, 2 mois grand maximum pour passer à l'action. C'est pas j'y vais tranquille et puis dans un an je montrerai mon projet, parce que sinon c'est beau à l'échec, ça va être de la perte sèche.
Yes, c'est clair, c'est clair. Et tant qu'on est sur le mindset, et avec le retour de tous les gens retour d'expérience de tous les gens que tu accompagnes finalement, qu'est-ce que tu dirais que sont les 2-3 choses que tu pourrais identifier comme un peu la cause soit de leur inaction, tu vois, soit de leurs échecs, de ceux qui ont tenté et qui n'ont pas réussi forcément à atteindre leurs objectifs? C'est toujours difficile, hein. Et globalement, les gens ils s'écoutent pas mal, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais pompier à l'époque, on appelait ça tu t'écoutes. C'est-à-dire que quand on faisait du sport, tu sais, t'as toujours quand ça commence à devenir dur, on dit que globalement, quand toi t'es au bout, tu penses que ton cerveau il est en train de te dire arrête, tu vas mourir, tu vas vomir, tu peux plus respirer. En vrai, t'es qu'à 60-80% de tes capacités, il t'en reste sous la pédale. Il faut arriver à arrêter de s'écouter. Ouais, ça fait mal, oui, ça brûle, oui, ça tire, oui, tu vas vomir. Mais coupe ton cerveau, arrête de t'écouter et vas-y. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, c'est même pas un manque de motivation parce que tu les écoutes, ils sont motivés, mais c'est juste que il faut accepter à un moment que la partie sexy du truc, elle est là que au début, quoi. C'est-à-dire que la partie sexy de je vais être entrepreneur, c'est bien quand tu déposes les statuts de la boîte et que tu fais ta première réunion, mais tout de suite après ça arrête d'être sexy. La partie sexy de l'investisseur immobilier ou du marchand de biens ou du trader devant ses écrans, elle est sexy que quand tu connais pas le truc, parce que quand tu t'y mets, bah tu te rends compte qu'il faut faire des actions, qu'il faut travailler, quoi, et que ça arrive pas du jour au lendemain. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent un petit peu sur la partie sexy et qui après vont pas faire les actions. Donc je pense qu'il faut mettre en place les actions un petit peu comme un sportif, quoi. Un mec qui se prépare pour les JO, ben il a un planning, il va s'entraîner, il y a 2 heures le matin, 2 heures le soir, ben il y a 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et sa journée, elle s'articule autour de son entraînement, autour de son objectif. S'il y a l'entraînement à 6 heures, eh ben il va se lever plus tôt, et puis après il fera une sieste, et puis après il ira au boulot, parce qu'il a quand même un travail, hein. Les sportifs de haut niveau, souvent, bah ils ont un travail à côté. Et puis il va se démerder, puis le soir il se couchera un peu plus tard, et il va faire les actions parce que lui derrière il va au JO. Bah c'est la même idée, quoi. Si derrière tu vas faire de l'investissement locatif, derrière tu vas faire du marchand de biens, derrière tu vas apprendre une nouvelle compétence, je pense qu'il faut juste apprendre à mettre en place les actions, passer le côté sexy, arrêter de s'écouter, et quand ça devient un peu dur, un peu chiant, bah c'est juste là qu'il faut pas lâcher, quoi. C'est juste la consistance, en fait. C'est comme quand tu commences un régime, la première semaine t'es toujours super chaud, c'est ouais trop bien, je fais un régime, je trouve si. Mais quand ça commence à devenir dur, au bout de 2-3 semaines ça commence à devenir chiant, bah c'est là que ça se passe, en fait. C'est là qu'il faut rester consistant. Donc je vois beaucoup de gens qui échouent parce que ils oublient ou ils arrêtent de faire les actions. Je cherche un bien IMO, puis j'ai pas trouvé en 3 semaines, j'arrête de faire les actions. Mais ouais, mais bon, ça se trouve il faudra 4 mois. Faut continuer juste à faire les actions, en fait. Applique pendant 4 mois et tu verras qu'il va se passer un truc. Excellent, j'aime beaucoup ça. Alors, tu sais, le podcast s'appelle Les Investisseurs 4.0 parce que, je te la fais courte, on a pas mal de gens, du moins c'est mon cas aussi ici, plus de 40 ans, mais surtout un job à plein temps, famille, responsabilité à côté, et une forte volonté de créer un patrimoine de façon quand même active. Et je me demandais si tu as pas des histoires de gens qui sont sur cette tranche, on va dire de vie, sur cette étape de vie, et qui réussissent. Et pourquoi tu penses qu'ils réussissent? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Est-ce qu'il y a des trucs que tu vois pour cette clientèle-là, en tout cas, qui marchent bien en particulier? Ceux qui réussissent sont encore jeunes dans leur tête, je dirais. C'est-à-dire que j'approche aussi dangereusement des 40 ans. Et je vois ce qui se passe quand tu commences à être peut-être un peu plus à l'aise dans ta vie ou un peu plus posé, famille, enfant, machin, etc. Bon, j'ai pas d'enfant, mais bref, autour de moi il y en a partout. Et tu vieillis, quoi, tout simplement, quoi. Donc t'es plus le jeune fougueux. Et je pense que les gens que je vois réussir, ils ont gardé l'espèce de flamme, parce que en fait, plus tu rentres dans le confort et le train-train, et plus tu t'écoutes, encore une fois, tu vas pas faire les actions, quoi. Parce que je reçois tous les jours des messages, mais Yann, j'ai 2 enfants, mais Yann machin, mais Yann truc. Mais en fait, c'est où tu mets tes priorités. C'est aussi simple que ça. Et j'entends très bien que tu me dis ma priorité c'est mes enfants, et à ce moment-là, ta priorité c'est tes enfants, ou ta priorité c'est machin. Et je dis pas qu'il faut non plus complètement délaisser et abandonner ses enfants, mais je pense que il y a un découpage du temps qui est bon à prendre. J'ai des exemples en tête de personnes qui ont des enfants en bas âge, qui ont repris des travails salariés, mais qui se lèvent plus tôt, qui font une double activité, qui travaillent le week-end, et pour qui ça fonctionne quand même.
Donc, il faut mettre en place les actions, c'est aussi simple que ça, et il n'y a pas non plus de recette magique de gestion du temps. Genre Yann, mais comment tu fais pour gérer de l'investissement, être chef d'entreprise, ta vie? Bah en fait, je fais comme toi. C'est juste, je galère, juste, je dois prioriser. Juste, il y a sûrement des trucs où je suis pas bon. Il y a sûrement des moments où je déçois des gens. Il y a sûrement des moments où je suis trop focus sur un truc et pas assez sur un autre. Mais c'est pas Instagram la vie, quoi. C'est-à-dire que faut prioriser. Donc je pense que les gens de plus de 40 ans qui doivent et en plus le problème c'est que tu commences à avoir un peu d'argent, je pense à tous les cadres sup, etc., qui commencent à être un peu dans le confort et qui du coup se posent des questions. Mais c'est toujours, on en revient sur ce qu'on disait au début, c'est quel est ton objectif. Si ton objectif c'est d'investir en bourse, bon père de famille, pour préparer ta retraite, et puis t'es content avec ton salaire de cadre sup, t'es bien avec ta famille, t'es au top dans ta vie, tu vois, toi t'es pas en train de faire un million run, tu vois. Donc c'est où sont tes objectifs. Et là, bah pour toi, des produits d'investissement de base, apprendre à gérer un portefeuille long terme, peut-être tu diversifies 5-10% dans les cryptos, peut-être si t'as le souhait et la volonté de te libérer du temps libre, bah tu fais un petit peu d'immobilier. Mais voilà, mais c'est pas, tu vois, du tout le même profil que le mec qui a le même âge, mais qui lui il a une idée super cool et il veut quitter sa boîte. Il a beau être exactement le même mec dont on parlait avant, mais lui il veut monter une start-up, quoi. Donc voilà, peut-être que le deuxième, il va devoir faire plus de sacrifices que le premier. Faut savoir où on se situe, on peut pas tout avoir, c'est pas magique, tout simplement. Ouais, tu mets le doigt dessus, l'organisation c'est vraiment le gros thème à mon avis. Et moi je suis en train en particulier de travailler là-dessus, et notamment sur les distractions auxquelles on est soumis au quotidien, et comment les réduire, les éliminer. J'imagine que toi tu as des trucs peut-être à toi en fait, mais étant donné comme tu es productif, comme tu et tout ce que tu fais dans toutes tes activités, c'est quoi pour toi ce qui fonctionne? Bah déjà le truc de base pour moi, c'est s'il y a encore des gens qui n'ont pas appliqué ça en 2022, je comprends pas, c'est aucune notification. Pas de notification. Interdit. C'est une app qui sonne, les trucs, les bling bling, les machins, les petites puces rouges sur l'iPhone, non, faut couper tout ça. Faut couper tout ça, c'est aussi simple que ça. Tu peux pas te faire interrompre toutes les 4 secondes par des notifications, c'est mort. Quand t'as un appel et que t'es en train de travailler, tu réponds pas, quoi. C'est-à-dire que quand je tourne une vidéo, on m'appelle, ça arrive plein de fois, quand j'oublie de me mettre en mode avion, je raccroche, quoi. J'arrête pas ce que je suis en train de faire pour répondre. Quand je suis en réunion, on m'appelle, à moins que ça soit une extrême urgence, je sors pas de la salle pour répondre. C'est juste, faut déjà couper toutes ces distractions. Et toutes ces interruptions, quoi. Et puis peut-être je suis célèbre en ce moment pour une phrase que j'ai dit qui fait beaucoup rire les gens, c'est tu chies sur mon temps, quoi. C'est apprécier, c'est ne pas autoriser les autres à chier sur ton temps. C'est-à-dire que ton temps il est précieux, quoi. C'est-à-dire que le temps c'est de la tu sais, tu peux le voir aussi en espérance de vie, quoi. C'est-à-dire que ton temps il est limité, à la fin ça s'arrête. Et d'accepter que des gens t'en fassent perdre, c'est finalement perdre du temps de vie qui te reste, quoi. Donc c'est abusé, ça peut pas arriver, ça. Et moi bon, c'est mon côté un peu cash, mais j'hésite pas à dire aux gens, quand je vois 4 audios de 8 minutes qui arrivent sur mon téléphone, je réponds, j'écoute pas, quoi. Tu me fais-moi une synthèse, s'il te plaît, parce que là je vais pas passer 16 ou 24 minutes ou je ne sais combien à écouter tes audios. Pareil, c'est respecter les gens, tu vois. C'est-à-dire que si tu peux dire un truc en 4 mots, genre ouais, ok, j'arrive, je me douche et j'arrive, tu me fais pas un audio de 36 secondes qui dit ouais, attends, mais là je suis dans la voiture, mais je rentre, il y a des bouchons, puis après je vais me doucher, puis attends, je vais voir, je sors le chien et après j'arrive. Ta gueule, tu vois. Ça, moi, je suis de plus en plus, je sais pas, je dois vieillir ou je suis peut-être un vieux con, ça y est, avant l'âge, mais je suis de plus en plus intransigeant avec ces trucs-là. Et je pense que il faut vraiment être intransigeant avec ces trucs-là, parce que le truc numéro 1 qu'on entend, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai mon travail, j'ai pas le temps. Mais en vrai, si tu mets bout à bout ce que tu autorises, soit toi-même, via tes actions à toi, les applications, les machins, les alertes, ou les autres gens, à ce qu'on te bouffe comme temps, c'est dingue, quoi. Tout simplement.
Ouais, c'est clair. Non, mais carrément, mais je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. Et je pense aussi que dans l'univers des entreprises, notamment type anglo-saxon, tu vois, moi j'ai bossé dans des boîtes un peu structurées. Et quand tu vois souvent quand tu vois les emails qui viennent du big boss, tu vois, c'est souvent les plus courts de la terre. C'est une ligne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est do it ou like this ou I agree. Mais il y a pas de bon, alors je suis rentré dans mon bureau, j'ai vu ton mail, mais j'étais pas tout à fait sûr comment te dire. Ouais, c'est ça. C'est en fait et puis on le voit dans le milieu de l'entreprise avec les réunions aiguës, mais même dans le milieu de l'association, c'est-à-dire t'es associé avec 3 autres investisseurs immobiliers et puis si par exemple les 4 personnes les 4 gèrent les travaux, ouais l'efficacité, pourquoi on est associé, tu vois. Enfin, je veux dire il y en a 2 qui sont en charge et puis ils gèrent et puis les 2 autres ils sont en charge d'autre chose et c'est comme ça qu'on est efficace. Et je pense que voilà, c'est faut être un petit peu exigeant avec soi-même aussi, quoi. Ouais, clairement. Je voulais en venir à tes ambitions parce que je lisais en fait sur le site Green Bull, il y a un moment sur le site il y a une chronologie, tu vois comment ça a commencé et puis il y a écrit 2030 to the moon, leader mondial des finances personnelles. Ça m'a fait bien marrer. C'est quoi tes ambitions peut-être avec Green Bull et puis toi personnellement? Il y a plein de sortes d'ambitions dans la vie. Là, par exemple, mon ambition l'an dernier, c'était d'avoir du temps libre pour moi parce que j'avais priorisé les choses. C'est la discussion d'avant, tu vois, et ça faisait très longtemps que je travaillais fort, que j'avais pas de temps libre ou même pas. Je parlerai pas de temps libre, mais de loisirs, tu vois, que je m'oubliais, quoi, que je faisais plus des trucs pour moi. Et tu vois, par exemple, récemment, je refais des trucs pour moi, tu vois. Et ça a été une ambition. Parce que mon ambition d'avant ça a été de faire de l'argent et puis j'ai réussi à le faire, tu vois. Donc en fait c'est des questions d'objectifs. Donc je sais pas de quelle ambition on parle maintenant, mais au niveau du groupe, ce qui est sûr c'est que notre ambition là à moyen terme, on va dire, c'est le statut de licorne parce que ça nous a toujours fait voilà. Donc c'est 1 milliard de valo. Je pense que quand t'arrives à 1 milliard de valo au niveau de ta boîte, ça veut dire que globalement il y a pas grand-chose qui va t'arrêter. Tu vas continuer à grossir à moins d'être vraiment bête ou pas bon ou de pas avoir de chance, mais globalement c'est sur de bons rails, donc c'est un petit peu ce qu'on vise. On structure de plus en plus de projets en private equity, etc. Ça nous passionne et moi je m'amuse beaucoup, donc mon ambition c'est de continuer à m'amuser, c'est que la boîte continue à grossir, etc. Au niveau pro, et puis qu'on soit capable de structurer les choses. Et il y a des choses qui font chaud au cœur, tu sais, aujourd'hui on est une centaine. On part de 6 fondateurs. Il y a encore quelques années, on était même pas tous là parce qu'il y en avait qui avaient encore leur ancien boulot, etc. Donc on n'était même pas tous dans le bureau. On était dans un KGB, on était 4, etc. Enfin voilà. Maintenant on est 100. Je vois des gens qui sont montés en compétences, qui en managent d'autres. Je vois des boîtes, des filiales ou des actions ou des projets qui se montent tout seuls sans qu'on mette notre nez dedans, qui sont bien faits. Je vois je vois une vraie boîte qui se met en place, c'est un espèce de bébé qui grandit, quoi. Donc ça c'est vraiment cool et j'espère que ça va continuer. Et après au niveau perso, si on parle d'ambition chiffrée, moi j'ai toujours eu un délire de patrimoine important, donc c'est de continuer à grossir parce qu'au bout d'un moment je trouve que c'est amusant, quoi. Ça te permet de faire plus de choses perso, des choses plus belles, des choses plus grandes, ça te permet d'avoir plein de jouets. Je suis un grand gamin, j'aime bien avoir des jouets, j'aime bien avoir des bagnoles, j'aime bien des trucs qui volent, j'aime bien les trucs qui ont des moteurs qui font du bruit, j'aime bien les vacances, etc. Donc voilà, ça permet de faire des choses. Et puis ça permet aussi, et surtout pour la plus grande partie, de continuer à investir, prendre des risques, se diversifier, et c'est aussi quelque chose qui me passionne, donc ça c'est très cool. Et puis voilà, quoi, après, trouver peut-être un petit peu plus d'équilibre avec le temps arrivant pour s'extraire encore un petit peu plus de l'opérationnel. C'est toujours le problème du chef d'entreprise, hein, d'être où se situe la limite pour arrêter d'être dans l'opérationnel et aller faire du développement, mais aussi à rester un petit peu dans l'opérationnel pour que les choses se passent bien et d'arriver à mettre en place le relais, quoi. Donc voilà, on est pas mal là-dessus en ce moment. Ouais, d'accord. Et du coup, l'idée, quand même, ce serait de lâcher un peu le volant au bout d'un moment, de continuer encore quelques années à fond, et puis après de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et faire un peu autre chose, ou est-ce que tu te vois de toute façon entrepreneur à vie? Oh non, je me vois entrepreneur, mais c'est juste que c'est pas les mêmes tâches. C'est-à-dire que je me vois plutôt sur faire du développement, faire de la structuration, lancer des nouveaux projets, parce que c'est ça qui est cool finalement
c'est de créer le nouveau truc, monter la nouvelle équipe, lancer le projet, avoir des succès, et puis quand ça devient gros et super stabilisé, que ça devient un gros bateau, bah finalement après c'est facile à dire, mais ça devient beaucoup plus de la gestion day-to-day, du management, etc. Et je trouve que c'est moins excitant. Et puis voilà, donc je pense que le futur, je le vois plutôt en mode un petit peu structuration, investissement, VC, aider d'autres boîtes, faire grossir d'autres boîtes ou les intégrer au groupe, faire de la croissance externe, ce genre de choses. Et puis YouTube, parce que j'aime bien YouTube quand même. Ouais, j'allais te demander justement le rôle que la création de contenu occupe dans tout ça en fait. C'est quelque chose qui t'intéresse en soi ou est-ce que c'est un truc que tu vois avec des synergies pour le marketing de ta marque, la promotion de tes activités comment tu vois ça en fait? Alors déjà, je pense que, ça me plaît. J'aime expliquer des trucs. Je pense que je suis pas trop mauvais pour expliquer des trucs, pour vulgariser des trucs compliqués. Donc du coup, moi j'aime bien En fait, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive à expliquer un truc méga compliqué à un gamin de 10 ans ou 12 ans, ou peu importe d'ailleurs, même à un adulte, mais un truc, tu vois, qui faisait aucun sens et qui se met à faire du sens, tu vois, t'as l'éclair de la compréhension chez la personne en face et elle te dit, mais en fait, on m'avait jamais expliqué ça comme ça, mais c'est vraiment extrêmement simple en fait. Ça, je pense que c'est une vraie qualité de savoir vulgariser les choses et de les rendre simples. Et ça me plaît. Donc ça, c'est le truc numéro 1. Après, et c'est clair et net que la chaîne, c'est un média, quoi. Hein. Donc forcément, des gens nous connaissent, ils veulent creuser un petit peu plus loin. Bah tiens, oui, ils vont voir le site de Green Bull. Ah bah tiens, ils font ça, je savais pas. Ils s'intéressent et forcément, bien sûr que ça nous met en avant. Donc ça a un double rôle. Mais je pense que demain, tu vois, tu me dis Yann. Dans 10 ans, dans 15 ans, t'es à la retraite sur ton yacht, et puis tu fais une réunion par mois juste pour suivre le truc. Est-ce que tu continues la chaîne? Je pense que ouais. Alors peut-être pas au même rythme, et peut-être pas de la même façon, mais je pense que je la continue, ouais, parce que c'est aussi un partage et ça permet aussi de rester les pieds sur terre avec des gens qui te posent des questions qui sont dans leur progression actuelle, etc. Donc ouais, je trouve que c'est un média qui est intéressant. Yes, très clair, très cool, très cool. Bah écoute, on pourrait parler des heures comme ça, mais je voudrais être respectueux de ton temps également, on en parlait. Donc, voilà. Est-ce que tu as... alors, je sais que tu as une bibliographie sur ton site que tu avais mis en ligne une fois, mais quelles sont les ressources que tu conseillerais aux gens pour explorer ces thèmes-là, en fait, s'il y en a quelques-uns en particulier? Bah ma chaîne YouTube, hein, je suis obligé. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, bah après, niveau bouquin, il y a tellement de choses. Enfin, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Quel bouquin tu recommandes, etc. Ma réponse est toujours la même. La magie de voir grand. Je pense que c'est un truc à lire quand tu commences parce qu'il te met un tel coup de pied au cul sur des trucs qui sont tout bêtes que ça fait du bien de le lire de temps en temps. Et après, je pense que la vraie compétence, au-delà de chercher le bouquin magique en disant bah tiens, si lui qui m'inspire il a lu tel livre, il faut que je le lise, c'est de juste prendre l'habitude d'aller chercher des réponses, quoi. Et les bouquins, c'est un très bon point d'entrée ou de monter en compétence pour plein de trucs. Je veux dire, Elon Musk, c'est pas un mythe, il a appris à construire des fusées dans les livres, quoi. Alors, il a pas lu un livre de dev perso, il a lu des livres très compliqués, mais ça n'empêche pas que il s'est formé, en tout cas, sur toute la première partie de son idée, c'est-à-dire est-ce que c'est faisable, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui, les premiers constats, tu vois, et les premières, apprendre à faire les formules, apprendre à comprendre ce que sont tout ce qui rentre là-dedans, les calculs de vecteurs, les delta V, toutes ces conneries. Il l'a appris dans les livres, et puis après, en effet, il a embauché du monde, etc. Mais c'est vraiment une extrême bonne ressource, et surtout, on parlait de risque-rendement, mais la dépense VS formation, intelligence et ressources que tu tires d'un livre, elle est ridicule. Tu vois, c'est un livre, ça coûte quoi? Ça coûte 10, 20, 30, 40 euros maximum. Peut-être 100 pour les livres très très, très poussés et très spécifiques. Donc, il est où le risque? Donc, je pense que prendre l'habitude de lire, c'est bien. Et sans aller sur un livre par semaine, des gens qui sont très très chauds, mais ne serait-ce que se dire ok. Allez, en 2022, je lis pas, bah, je vais lire juste 3 livres. Là, je vais bien les choisir, là. Et puis je vais en lire 3. Et puis peut-être ça va me faire naître un petit peu plus. Ou si je lis déjà un petit peu, je vais essayer d'être un petit peu plus régulier, de faire ça une fois par mois. Mais,
J'ai mes meilleures idées, je pense, en lisant, et pas que d'ailleurs sur ce que je lis. C'est-à-dire que je peux lire un bouquin sur, j'en sais rien, n'importe quoi, sur l'investissement immo par exemple, et avoir une idée qui a rien à voir. Mais c'est juste que, vu que le mec est en train de parler de quand il était petit, il s'est passé un truc qui lui a fait naître une vocation, et puis bref, il est en train de raconter une histoire, boum, ça te jette une idée, tu vois. Et tu l'écris, et t'as une idée qui a rien à voir. Parce que des fois, il faut juste accepter de trouver l'inspiration. L'inspiration, c'est pas je m'assois et puis j'attends que ça vienne, c'est juste je fais des trucs qui mettent mon cerveau en action, et puis d'un seul coup, ça me fait naître une idée. Et la lecture, c'est très introspectif, je trouve, ça fonctionne bien. Voilà. Ouais, le cerveau est en mode actif en plus, et du coup, il va chercher des ressources ailleurs, quoi, en fait. Ouais. Ah, exactement. Ouais, c'est top. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre pour poursuivre la conversation avec toi? Chaîne YouTube, je réponds pas mal aux commentaires, ou en tout cas je les lis beaucoup pour voir un petit peu quelles sont les questions du moment, etc. Donc là, Yann Darwin sur YouTube. J'ai mon Instagram où je suis, la communauté est plus restreinte, donc je suis peut-être aussi un petit peu plus atteignable. C'est plus facile de me parler, on va dire, en message privé. Je réponds aussi à beaucoup de gens. Yann Darwin, pareil sur Instagram. Et puis après voilà, hein, je pense qu'on est pas mal déjà avec ça. J'ai mon numéro de téléphone, mais que je vais pas donner ici à l'antenne. Bah si, s'il te plaît, c'était ma prochaine question d'ailleurs. Ok, non. Bon bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Yann, merci énormément pour ton temps, c'était très enrichissant. J'ai passé un très bon moment. Bon courage pour la suite, et puis je te dis à très bientôt alors. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!